RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour Christian. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour les auditeurs. Voilà. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour un nouveau numéro de Citoyens au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie, donc mise en scène par la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un sujet, c'est toi qui le feras. C'est un sujet sur l'intelligence artificielle et les fausses informations. Alors ça, c'est tout un programme. Voilà, c'est les nouveaux sujets qu'on n'aurait pas vu arriver il y a ne serait-ce que 5 ans de ça, quoi. Oui, l'intelligence artificielle, c'est quand même relativement récent. Voilà. Moi, j'ai découvert l'intelligence artificielle par un neveu qui travaille avec ça sur, comment dirais-je, sur des... je ne sais pas, je ne peux pas du tout t'aider. C'est sur des robots. Il a 25 ans et il travaille avec l'intelligence artificielle sur des robots. Sur des robots. Et justement, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui parce que je me suis montré relativement inquiet. C'est de ne pas perdre la place de l'humain. De l'humain et de la réalité. Alors l'intelligence artificielle et les fausses informations, eh bien, au fur et à mesure que l'intelligence artificielle évolue, elle suscite effectivement des inquiétudes, notamment sur la création et la propagation de fausses informations. Nous avons subi ça depuis le début de la guerre en Ukraine. Hein. La désinformation, c'est quelque chose de catastrophique. Et puis on le voit, il y a plein d'images qui passent et où on se rend compte, se regarde quand même que voilà, c'est pas vrai, quoi. Donc alors la désinformation, c'est quoi ? C'est pas récent non plus. Enfin, je veux dire, quand il y a eu des conflits, récent, mais là, etc., il y a toujours eu de la désinformation, quoi. Oui, mais disons que les technologies, toutes les nouvelles technologies permettent vraiment de l'utiliser, quoi. Effectivement, elle existe de longue date. On a, par exemple, régulièrement relayé la découverte de gigantesques ossements humains ou des restes d'extraterrestres. En 1938, l'adaptation d'un roman à la radio semait la panique chez certains auditeurs américains qui ont cru à une invasion terrestre. Donc voilà, c'est pas nouveau. Hein. Extraterrestre. Je me souviens plus de ce que c'est, mais effectivement, je vois. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est une possibilité supplémentaire. Hein. Oui, complètement. C'est un outil supplémentaire. Donc l'évolution de l'intelligence artificielle a donné naissance à des outils sophistiqués de manipulation multimédia. Alors, les deepfakes ou hyper-trucages, ce sont des outils qui permettent de créer ou de modifier du son ou de l'image. Entre parenthèses, quand les premières images on a marché sur la Lune avec les Américains, moi, technicien de l'image, caméraman, je me suis beaucoup demandé si c'était pas fait dans un studio. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé, ça, que c'était une fausse image, en tout cas pas faite sur la Lune. Il devient assez simple de créer un deepfake pour son amusement en téléchargeant une application dédiée. On peut ainsi vieillir ou rajeunir son image ou l'incruster dans une scène de film. Oui, ça circule beaucoup sur... comment ? Alors, pour ceux de notre génération, hein, parce que les plus jeunes ne vont plus sur Facebook, mais même sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui avec leur image, ont réussi ou à se créer comme un personnage, etc., d'un film. On faisait dans le temps déjà, des montages. Moi, je me rappelle plus du nom de ce journaliste, où on avait filmé des images au Congo, et lui parlait devant ces images-là, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds au Congo. Mais là, c'est vrai que je pense que maintenant, c'est devenu de plus en plus facile, quoi, avec l'ordinateur. Alors, l'émergence de morceaux musicaux créés par l'intelligence artificielle, imitant le style de chanteurs célèbres, soulève aussi des problèmes liés aux droits d'auteur, la question de la tromperie du public. Oui, c'est vrai que quand on veut avoir
une chanson, etc., avec un artiste, on n'a pas envie que ça soit l'intelligence artificielle qui soit derrière, quoi. Ouais, je me rappelle. Alors, c'est Il y marrant avait parce que déjà, quand même, déjà pour certains chanteurs, ou quelquefois en concert, c'était pas complètement eux qui chantaient, mais des sosies de voix. Donc maintenant, il n'y aura même plus besoin de sosies de voix. L'intelligence artificielle va... En 78, quand je travaillais à Baume-les-Dames, dans le magasin, on vendait des disques. Et un jour, j'ai demandé à ma patronne, j'ai dit, mais je comprends pas, là, la personne qui chante, là, j'ai pas l'impression que c'est la personne qui a sur le... C'est l'artiste. Et effectivement, c'était pas. Voilà, c'était un sosie de voix. Donc c'est pas nouveau tout ça. Oui, voilà. Mais l'intelligence artificielle rend ça plus facile, quoi. Alors, le développement... Oui, tu voulais me demander quelque chose? Non, je n'aurais rien demandé, non. Le développement des fake news, notamment via les deepfakes. Ah, t'as choisi J'ai choisi quelque chose de facile pour moi. Ouais. Ouais, c'est comme comment c'est la sauce Worcestershire aussi. Voilà, ça, il faut que tu l'écrives pour arriver à la dire. Donc, constitue une menace de désinformation rapide et d'ampleur. On peut citer la rumeur d'un prétendu alien de 3 mètres qui provoqua l'agitation il y a quelques années à Miami. Malgré des démentis de la police, des vidéos en ligne persistaient à propager la rumeur. Bah, c'est vrai que voilà, donc même il y a à cette époque-là, il n'y avait pas toute cette intelligence artificielle. On arrivait déjà à faire croire un tas de choses, donc avec l'intelligence artificielle. Déjà avec la vidéo, maintenant on peut faire tellement de choses. Voilà. On trouve également... Le risque, c'est... voilà. Donc toi, tu disais, ce que tu as écrit, c'est qu'il y a des fausses boutiques en ligne. Oui. Générées par l'intelligence artificielle. Ça, c'est... Oui, et ainsi le consommateur ne recevra jamais la commande qu'il a passée. Alors là, j'oserais dire que même déjà avant l'intelligence artificielle, il y avait déjà des faux sites où les gens allaient dépenser de l'argent croyant acheter et qu'ils allaient recevoir et qu'ils ne recevaient jamais. Donc si l'intelligence artificielle facilite encore ça, on n'est pas sorti du pétrin quand même. Hein. Ben non, on n'est pas sorti du pétrin parce que là, c'est le risque de manipulation de masse. On est en plein dans la désinformation. Bah en plus, ça se diffuse sur les réseaux sociaux, donc là, on est... Voilà, ça va être catastrophique, ça, si les gens ne font pas gaffe. Alors, cette technologie offre la possibilité de créer des contenus persuasifs et trompeurs, influençant l'opinion publique à grande échelle. On a ainsi déjà eu à déplorer les photos truquées d'un homme politique en prison, mais surtout de fausses versions de discours de dirigeants. On a ça maintenant en permanence. Hein. On peut dire que Poutine, il est fort dans ses services. Là, hein. Bah, je ne sais pas si avec lui, mais enfin, en tout cas... Il y a les Chinois aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, si on veut faire de la désinformation, c'est par ça qu'on passe, quoi. La manipulation de masse à travers l'intelligence artificielle est régulièrement exploitée pour influencer l'opinion et ainsi semer la discorde au sein des sociétés. Si la création d'outils de détection automatisés basés sur l'intelligence artificielle est en cours, le consommateur doit plus que jamais rester attentif à ce qu'il lit et à ce qu'il propage. On a surtout la responsabilité, c'est quand on propage une information, qu'on le fasse... c'est pour ça que quand je dis quelquefois qu'on vérifie nos sources d'informations, les sites internet, on ne partagera pas quelque chose dont on n'est pas sûr. Parce qu'en tant qu'association de défense de consommateurs et de locataires, on est quand même responsable de l'information qu'on donne. Oui. Et je pense que même un individu, en son nom propre, qui partagerait une information, ça serait quand même bien qu'il vérifie la véracité de cette information. Bah, on voit déjà... Mais ça ne se passe pas, puisque quand on voit tout ce qui se propage, toutes les vidéos, etc., qui peut y avoir sur Internet, sur un tas de trucs, on se rend bien compte que... en plus, voilà, quand les fausses informations, c'est pas fait non plus de... Fausses ou mauvaises. Voilà, c'est fait comme souvent, enfin, pour nuire. Et c'est tellement catastrophique pour des personnes qui feraient pas attention, c'est que la seule chose qu'ils vont avoir envie, c'est d'informer les autres et de partager cette information, même si c'est complètement faux, quoi. Mais on voit déjà dans la presse écrite, on voit déjà des fausses informations, par exemple sur le logement.
Et là, je suis pas sûre Et que ça, derrière... c'est pas l'intelligence artificielle. Voilà, c'est pas l'intelligence artificielle. Là, je dirais plutôt que c'est peut-être un manque de formation de journaliste ou pseudo-journaliste, quoi. Pseudo-journaliste, mais normalement, le journaliste, il doit vérifier ses sources. Il doit vérifier ses sources. Et il doit vérifier ce qu'il dit est vrai. Et là, on se rend compte que... et là, comme tu dis, c'est pas de l'intelligence artificielle, quoi. Non, mais bon, c'est leur petit cerveau qui travaille mal, quoi. Alors, la prévention, elle est inégale pour les consommateurs. Les consommateurs ne sont pas égaux face aux fausses créations du fait d'un manque d'information et de sensibilisation. Les réseaux sociaux et plus généralement Internet sont régulièrement le lieu de manipulation numérique qu'une partie des internautes peinent à reconnaître et va donc propager. C'est-à-dire on est trompé. C'est tellement vrai dans ce qu'on voit. Voilà, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, ça semble vrai. En plus, il y a comme cette attitude qui fait que on le voit bien, nous on a eu quelques dossiers comme ça, des personnes qui avaient acheté parce qu'il y avait la publicité sur tel ou tel réseau, et en se disant, de toute façon c'est sur Internet, donc c'est vérifié, c'est sûr. Non. Non, même des publicités sur Internet ne sont pas plus vraies qu'une publicité que je recevrais par téléphone, par mail, par SMS ou même dans ma boîte aux lettres. Ouais. Donc là-dessus, il faut toujours faire attention. Et puis donc, voilà, c'est l'information, voilà, c'est important. Donc on peut ainsi voir la soi-disant intimité de personnes célèbres, un dignitaire religieux en doudoune et lunettes de soleil. Ah oui, c'est vrai qu'on a... C'était cette fameuse doudoune qu'on a vue sur plein de personnes, et on avait vu le pape aussi avec cette doudoune. Voilà, ça y est, je me souviens. Alors pour lutter contre cette inégalité, il est impératif. Non, impératif. L'apéritif, ce sera plus tard. D'investir dans l'éducation numérique. Une compréhension solide des technologies émergentes, notamment des risques liés aux diffusions de fausses indications, est essentielle pour permettre à tous les consommateurs de prendre des décisions éclairées. Alors, là, il y a des conseils. Voilà. Alors, pour cette information, cette culture qu'il faut prendre pour la prévention, il y a quand même des choses qui se font déjà dans des écoles. Oui. Parce que on informe bien les enfants. Voilà, on informe bien les enfants. Nous, c'est vrai que notre génération, même ceux qui sont arrivés, qui sont peut-être nés dans les années 70-80, on n'est pas nés non plus avec tout l'Internet. Et c'est vrai que on s'est pris ça un peu en pleine poire, et on est peut-être moins... Peut-être que les jeunes générations seront peut-être plus armées, en tout cas, voilà, à faire plus attention aux informations qu'ils reçoivent, quoi. Alors, quelques conseils. Cultivez votre éducation numérique. Il est indispensable de bien différencier une information d'une croyance et d'une opinion. Cherchez des opportunités tant locales que nationales d'éducation numérique pour rester informé des évolutions technologiques. Avant de partager du contenu, essayez d'effectuer une vérification croisée. Vérifiez sa source et assurez-vous qu'il provient d'une source fiable. Soyez particulièrement vigilant envers des contenus impliquant des personnalités politiques, des événements géopolitiques même, lorsque ceux-ci semblent authentiques. Voilà, c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question. Il y a quelque chose, moi, que je trouve pas mal, c'est... alors, nous, on le voit sur France 2, parce que c'est ce journal-là qu'on va regarder le soir, donc à 20h. Mais c'est vrai qu'il y a toujours maintenant un QR code que l'on peut flasher, que l'on peut scanner, pas flasher, scanner, et qui va nous permettre justement de savoir vérifier les sources des informations qu'ils nous communiquent. Donc ça, je trouve pas mal. Ce qu'il faut quand même dire aux gens, c'est qu'effectivement, se renseigner, chercher si c'est vrai, pas vrai, ça prend du temps, ça demande un effort aussi, mais c'est quand même la seule façon de pouvoir réagir à tout ça, quoi. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que donc là, on est fin septembre. Après septembre, c'est octobre. Ça, j'invente rien. Et octobre, c'est le cybermois. Donc, c'est un mois dans l'année qui est réservé à l'information, justement, de la cybermalveillance, enfin voilà, de tout ce qui concerne la cyberactivité. Donc moi, je voudrais dire aux auditeurs qu'il y a un site, c'est un site gouvernemental. Alors, il y en a qui
qui diront peut-être que bah oui, c'est manipulé parce que voilà. c'est le gouvernement. Voilà, mais en tout cas, c'est cybermalveillance.gouv.fr. Donc on va dessus, mais il y a vraiment plein de choses. Hein. Donc il y a la page actualité donc, de la cybermalveillance. Ensuite, donc, on va sur actualité et on tombe sur tout ce qui est en rapport avec le cyberma. Il va y avoir des vidéos, il y a aussi des fiches que l'on peut télécharger. Il y a vraiment un tas de choses. Ce serait, moi je trouve, dommage de passer à côté de ça. Je veux dire, c'est une mine d'informations, c'est de la folie. Ah, moi, je suis abonné à Cybercriminalité. Hein. Voilà. Et c'est gratuit, c'est vraiment, il y a tout dedans. Et pour rappel, la CLCV est membre du dispositif cybermalveillance. Il y a un certain nombre d'associations, pas que des associations de consommateurs, hein, mais un tas d'associations qui sont membres donc de ce dispositif. Alors, il y a dans les conseils, j'insisterai aussi, parce qu'on est association de consommateurs, donc vérifiez la fiabilité du site marchand sur lequel vous arrivez après avoir cliqué sur une publicité. Assurez-vous de ses conditions générales de vente et vérifiez que le service après-vente est effectif. Voilà, et puis c'est surtout en plus de vérifier dans les conditions de où se trouve, enfin, si c'est indiqué le siège social. Oui. Parce que moi je suis déjà tombée, et je n'ai pas été plus loin, je suis déjà tombée sur un site où il n'y avait aucune adresse. Oui, mais moi j'ai cherché récemment des informations sur quelqu'un sur des sociétés qui fabriquent des poulaillers ou qui vendent des poules. Hein. Impossible de trouver une adresse. Voilà. Impossible. Donc si on n'arrive pas à trouver l'adresse, c'est que laissez tomber. On peut supposer qu'il y a un loup, hein, parce que normalement c'est une obligation, ça doit figurer là. Donc s'ils l'ont pas mis, c'est pas qu'ils savaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention de le marquer. Et voilà, c'est vrai, mais c'est vraiment c'est des choses qu'on faisait pas avant, parce que bon, avant on achetait, soit on achetait dans un magasin, soit au pire on achetait sur le catalogue de la Redoute, des Trois Suisses, etc. Donc c'était bien limité notre façon de pouvoir acheter. Là on peut acheter sur des plateformes, sur des sites internet qui sont à l'autre bout du monde, mais il faut rester vigilant par rapport à tout ça. Alors méfiez-vous aussi des titres racoleurs, des photos ou des articles qui incitent à de fortes réactions émotionnelles. Faites preuve d'esprit critique face aux affirmations extraordinaires sans preuve solide. Mais là, moi, je maintiens comme le truc que on est toujours comme quand on reçoit un mail catastrophique. Si on clique pas tout de suite, on n'aura plus de compte bancaire ou je sais pas quoi. Là, c'est pareil, on est toujours sur de l'émotionnel. Ils travaillent vraiment ça, l'émotion. Et le fait que les gens dans ce truc émotionnel ne vont pas réfléchir. Donc quand on a quelque chose comme ça, à mon avis, il faut toujours prendre du recul. Oui, comme tu le dis, pour vérifier, pour se dire est-ce que c'est bien vrai, et peut-être d'aller après faire d'autres recherches sur Internet pour voir si on tombe sur d'autres informations du même acabit, quoi. Parce qu'en plus, quelquefois, c'est juste le titre qui va être racoleur. Quand on clique des fois dessus, ça n'a plus rien à voir. Mais voilà, donc ça, il faut vraiment rester très prudent par rapport à ça. Alors, il ne faut pas devenir parano non plus. Non, il ne faut pas devenir parano. Mais il faut se dire que c'est un merveilleux terrain, le net, pour tout ce qui est nos ennemis, les escrocs, quoi. Alors, un dernier conseil. Consultez les commentaires sous une publication d'un réseau social, X, Facebook ou autre. Des internautes peuvent avoir repéré l'arnaque. Vous pouvez également consulter le site factuel afp.com, service au sein de l'agence France Presse, où des journalistes vérificateurs de faits démêlent le vrai du faux. Voilà, ça c'est quand même important. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, quoi. Je veux dire, mais là maintenant, c'est effectivement les vrais journalistes vérifient ce qui se passe. Et c'est pareil des fois sur même la télé, et je pense que sur des chaînes aussi d'information sur Internet, il y a effectivement d'expliquer des articles pour expliquer comment vérifier les informations qui nous sont distribuées, vérifier si c'est vrai, si ça pas. Parce que quelquefois, on nous montre des images, une vidéo, et la vidéo, elle a 10 ans, elle a été tournée ailleurs. C'était pas du tout dans le même contexte. Des photos, quelquefois, selon l'angle de la prise de vue, ou si on a fait,
on a pris juste un morceau de la photo, elle ne veut plus dire du tout la même chose. Donc il faut vraiment rester très 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 prudent par rapport à tout ça. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Alors Sylvie, maintenant je crois que tu veux nous parler, toi, d'un nouveau site, outil. Un nouvel outil, et qui, à mon avis, est extrêmement important, que j'ai découvert, moi, il n'y a pas très très longtemps, suite à la visite d'adhérents locataires qui étaient avec des gros problèmes avec leurs propriétaires et surtout avec l'agence. Donc il s'agit de Histologe. Voilà. Donc moi j'ai eu cette information parce que je fais partie, c'est dans quel cadre ? Le DALO, je crois. Donc une réunion à la préfecture où on a parlé justement Ou à la commission CAPEX peut-être ? Non, c'était pas CAPEX, c'était la commission, enfin la comète du DALO. Donc effectivement c'est Histologe. Donc c'est un nouvel outil pour le mal logement. Donc il faut savoir que le mal logement, ça concerne aujourd'hui plus de 4 millions de ménages. C'est quand même pas rien, parce qu'on est quand même en 2024, on aurait pu penser que depuis, je dirais, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait vraiment un gros problème de logement, etc., que ça se serait considérablement amélioré. Et 80 ans plus tard, on est quand même encore un peu dans la galère par rapport au mal logement. Alors, on peut même aller jusqu'à près de 7 millions si l'on considère les ménages vivant dans des conditions très difficiles. Les conditions très difficiles, par exemple, c'est l'absence d'eau courante ou de sanitaire, l'absence de chauffage. Ces situations, il faut aussi le savoir, elles ont des conséquences graves et irréversibles sur la santé, sur la vie, la santé des occupants, et en particulier celle des enfants, qui sont beaucoup plus fragiles que les adultes. Voilà, notamment sur leur santé, leur sécurité. Malgré les investissements consentis chaque année, les réglementations multiples et la pluralité d'acteurs impliqués obligent à multiplier les échanges et canaux d'information, les interlocuteurs, les visites. Ces millefeuilles réglementaires et administratifs complexifient l'atteinte des objectifs visés, résultat des décisions et des délais de résolution qui sont dégradés. Alors quelle est la solution ? Alors la solution, il y aura peut-être aussi des imperfections. Je dirais à chaque nouvelle chose, c'est pas forcément toujours zéro défaut, mais c'est Histologe. C'est une plateforme numérique fédérant et coordonnant les acteurs à l'échelle d'un territoire. Par exemple, on va avoir Histologe qui va concerner la Meurthe-et-Moselle. Et ça permet à l'occupant ou au propriétaire aussi de signaler en ligne sa situation de mal logement à l'ensemble des services compétents, et ça en une seule démarche. Et on n'a pas à chercher à savoir comment va être considéré le logement. Est-ce que ça sera de la salubrité, de l'indécence ? Non, là c'est un seul point pour recueillir les doléances, quoi. La lutte principale de Histologe, à mon avis, c'est justement lutter contre les marchands de sommeil. Oui, et puis c'est vraiment permettre aux personnes d'être dans des meilleures conditions de vie, quoi. Donc c'est un intermédiaire simple et efficace. Donc cette plateforme Histologe permet également de mesurer la criticité du signalement. Parce qu'en fait, on peut... Le mal logement, c'est aussi, ça peut fluctuer selon la personne. Une personne qui va trouver que c'est plus grave qu'une autre. Voilà. Comment ? Donc voilà, et la criticité du signalement afin de lancer des alertes précises et documentées vers les partenaires en capacité d'intervenir pour une prise en charge accélérée et efficiente. Parce qu'en fait, auparavant, il y avait des démarches avec la CAF, ou alors après, si on dépendait pas de la CAF parce qu'on était salarié d'une MSA, c'était plus la CAF, etc. Donc là, voilà, c'est un seul point d'entrée pour signaler. Donc, en fédérant les acteurs autour d'un outil unique, Histologe facilite, accélère et sécurise les échanges entre les différentes administrations pour plus d'efficacité. Donc c'est vraiment ça le but, c'est l'efficacité, être efficace sur ces situations donc de mal logement. Et enfin, donc en tant qu'outil central, Histologe participe à la construction donc d'un observatoire du mal logement, aidant au pilotage de cette politique publique prioritaire. Parce que il y avait rien en fait pour centraliser, donc c'est vrai que c'est des informations qui se perdent ou qui demandaient un temps infini pour être regroupées, recoupées, etc. Là, comme c'est un logiciel unique,
une plateforme unique, ça concentre toutes les... Même si c'est sur un territoire, ça va être traité sur un territoire, mais après, tous les territoires sont remis ensemble. Donc aujourd'hui, il y a 170 départements qui sont déjà couverts, dont la Meurthe-et-Moselle, mais apparemment, moi, d'après ce que j'ai vu, pas encore la Moselle. Ça, c'est dommage. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils sont... ils n'étaient pas français, non. Non, parce que l'Alsace fait partie des territoires concernés. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc Histologe est accessible gratuitement. C'est pas une démarche payante, c'est gratuit. Alors, il suffit effectivement, on dit toujours, c'est une plateforme numérique, donc il faut avoir un accès à Internet, savoir faire des démarches sur Internet, mais on peut toujours aussi se faire accompagner. Hein. Moi, j'y suis allé et j'ai trouvé que c'était super. Hein. Ouais. Vraiment, on trouve tout. Ouais. Hein. Alors, la plateforme, c'est https://histologe.beta.gouv.fr. Mais si on tape simplement dans la barre de recherche Histologe tout court, on trouve. On y a accès via un ordinateur, une tablette, un smartphone. Si ce n'est que des fois le smartphone pour décrire des situations. Enfin voilà, si on est comme moi, pas particulièrement doué avec un smartphone pour faire des démarches, voilà, il vaut mieux si on peut avoir une tablette ou un ordi. Hein. Donc il suffit de ces 3 matériaux pour décrire sa situation en des termes simples, d'y ajouter des photos. C'est ça aussi qui est important, c'est que là du coup, oui, on peut mettre des photos. On peut mettre des photos. Si on ça parle plus des photos parfois qu'un discours. Hein. Parce que quelquefois, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à décrire une situation. Décrire, je ne sais pas, moi, par exemple, de la moisissure sur un mur, voilà, on peut dire qu'il y a de la moisissure, mais est-ce que c'est important, la moisissure, pas important ? Et après, le fait que ce soit important, quand on le dit, c'est aussi complètement subjectif, quoi. Alors qu'une photo, c'est une photo, quoi. Oui, si tu mets une photo et puis pour un garde-fou d'une fenêtre qui est absent, voilà, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, la photo parle d'elle-même. Donc, à l'issue de la saisine, quand l'habitant, enfin le locataire ou propriétaire a fini de saisir tout sur Histologe, un email de confirmation avec un numéro de suivi lui est envoyé. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas cette démarche et après ça reste dans le vide, on ne sait pas où ça va. On reçoit une confirmation, on a un numéro de suivi. Donc déjà, on a une preuve qu'on a bien fait un signalement. Donc le signalement est automatiquement transmis aux partenaires concernés à un titre ou à un autre. Il y a les services de l'État dans le département, l'agence régionale de santé, le conseil départemental, la mairie de notre commune, le service communal d'hygiène et de santé, la CAF, le bailleur social. Tout ça, ils sont au courant. Voilà, ils ont l'info et après, voilà, ils traitent... Et il n'y en a pas un qui pourra dire « Ah bah non, c'est l'autre ». Voilà, et ils ne pourront pas dire « On n'a pas reçu parce que c'est fait ». Et puis, le locataire ou le propriétaire, il a son justificatif. Alors, on peut se poser, parce que c'est quand même un petit peu récent, on peut se poser la question de savoir dans quel cas je fais un signalement. Donc, ça permet de signaler des logements non décents. Mais je dis bien non décents, parce qu'il y a des gens qui pensent tout de suite... qu'il est insalubre. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que, je dirais, l'occupant lambda d'un logement, savoir si c'est indécent, si c'est insalubre, etc., tout le monde n'est pas obligé de savoir. Mais en tout cas, de toute façon, on va sur cette plateforme et si c'est autre chose, on nous le dira aussi, quoi. Hein. Il faut savoir que l'insalubrité passe par une commission qui s'appelle... le CODERS. Le CODERS. Et donc, il y a des décisions qui sont prises là au niveau préfectoral. Voilà. Si jamais c'est beaucoup plus grave que ce qu'on dit, je pense qu'il passe la main, quoi. Voilà. Donc, un logement est décent s'il remplit toutes les conditions suivantes, c'est-à-dire qu'il est sécurisé, qu'il ne met pas votre santé en danger, qu'il contient des équipements essentiels tels que l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, un coin cuisine, etc., qu'il est aéré correctement. Moi, je pense à deux jeunes femmes que nous avons reçues cette semaine, où, voilà, aéré correctement, ce n'était pas le cas, où il n'y a pas d'infiltration d'air, où il n'y a pas de parasites tels que les cafards, les punaises de lit, ou alors de nuisibles tels que les rats, les souris. Si notre logement ne respecte pas un ou plusieurs critères, ou si on a un doute, c'est ça aussi qui est bien, il faut déposer le signalement sur Histologe. On ne sait pas, on se dit, voilà, c'est ou c'est pas. On dépose notre signalement, on dépose nos photos, voilà. Donc, ce qui est important, justement, là,
c'est à savoir que l'entretien courant du logement, il est de la responsabilité du locataire. Voilà. Quand il y a des problèmes dans le logement qui sont dus à un mauvais entretien par le locataire, c'est pas le propriétaire qui va en être tenu pour responsable. Donc il faut que le locataire garde le logement propre Ouais. et ne pas casser ni abîmer les équipements et contacter son assureur pour savoir si votre problème peut être pris en charge par l'assurance habitation. Voilà. Parce qu'on peut avoir, par exemple, de la moisissure au plafond, mais si c'est un dégât des eaux par notre voisin du dessus, c'est pas notre propriétaire qui est responsable. Exactement. Voilà. Des autres questions qu'on peut se poser justement quand on a un problème de logement, et on nous le pose régulièrement, c'est est-ce que je dois continuer à payer mon loyer ? Eh bien ouais, on doit continuer. Dans tous les cas, il faut continuer de payer son loyer. Voilà, on n'a pas le droit de ne pas payer. Et puis, par exemple, même après, quand la CAF dit il y a des travaux à faire, on ne paye plus l'APL au propriétaire, le locataire est tenu de payer le reste à charge de loyer et de charges locatives, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, on paye son loyer. Les personnes qui déposent sur Histologe se posent aussi la question de savoir s'ils doivent prévenir leur propriétaire, comme quoi ils déposent un signalement. Donc normalement, avant d'arriver sur Histologe, je pense quand même que les locataires ont fait des démarches aussi auprès de leur propriétaire. Parce qu'on n'arrive pas forcément comme ça sur Histologe. Je pense que si on arrive sur Histologe, c'est que ça n'a pas bien fonctionné avec les propriétaires. Ou l'agence. Ou l'agence immobilière. Mais donc, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de prévenir son propriétaire quand on dépose un signalement sur Histologe. Non, quand on décide d'aller sur Histologe, faire une déclaration, à mon avis, c'est que les démarches qui ont été faites auprès de l'agence ou auprès du propriétaire sont restées sans résultat. Voilà, quand le locataire est resté face à un mur, et ben, ma foi, après, il passe à l'étape suivante qui est le Histologe. Alors, tout à l'heure, je disais qui allait recevoir. Donc, qui pourra voir mon signalement ? Et ben, en fait, tous les services publics en charge du dossier. C'est-à-dire, en déposant un signalement sur Histologe, tous les services compétents pouvant nous aider à trouver une solution auront accès au signalement. Voilà. Donc là, on indique en plus la DIL. Et en fonction des problèmes liés aux problèmes dans notre logement, différents services peuvent être en charge du dossier. Et là, comme ça, c'est pour ça que je disais c'est bien, parce qu'en fait, on n'a pas à se poser la question vers qui je me tourne. Il y a un truc unique, c'est Histologe. J'y vais, je fais mon signalement, je mets mes photos, et après, ça va suivre son cours. Je n'aurai pas, moi, à me diriger vers telle ou telle personne, quoi. Moi, je dirais quand même qu'avant de faire la démarche sur Histologe, il faut que le locataire qui se trouve avec un souci quelconque, il fasse la déclaration au propriétaire ou à l'agence. Oui, il ne faut pas rester dans son coin. C'est pour ça que je dis que c'est l'étape suivante. Si on va sur Histologe, c'est que la démarche auprès du propriétaire, de l'agence, du bailleur social, que ça n'a rien donné, quoi. Donc c'est vraiment l'étape suivante. Ça n'a pas marché à l'amiable. On a informé l'amiable, d'accord, mais en ayant prévenu, en faisant un courrier recommandé. Voilà. Comme ça, on est sûr, c'est vrai que le courrier recommandé nous rassure et justifie qu'on a bien fait une démarche. Alors, ce que craignent quelquefois les personnes qui pourraient déposer un dossier sur Histologe, c'est que leur propriétaire soit prévenu. Alors oui, si le logement, par exemple, est reconnu indécent, le propriétaire est obligé de faire des travaux pour régler les problèmes. Et donc là, bien évidemment, il est prévenu. Parce que si on ne le prévient pas qu'il doit faire des travaux, il ne les fera pas. Voilà. Il ne faut pas que les personnes qui saisissent Histologe pensent que ça va leur permettre d'avoir un nouveau logement. Non. Voilà. L'objectif d'Histologe, c'est de remettre le logement aux normes pour qu'il puisse continuer à être habité. Ce n'est pas un service de relogement ou de demande de logement social. Si vraiment on se dit c'est trop grave, je ne peux plus habiter là, eh bien il faut soit chercher un logement auprès d'une agence, soit chercher un logement auprès d'un bailleur social, mais c'est vraiment deux choses différentes. Oui, mais là, par exemple, quand tu parlais tout à l'heure des deux jeunes femmes qu'on a vues cette semaine, elles sont rentrées
elles sont rentrées en début de mois et c'est tout de suite qu'elles ont découvert des dysfonctionnements et que le logement n'était pas décent. Voilà. Ah oui, là, c'était donc vraiment là, c'est très, tout de très suite, tôt. c'est tout de suite, tout de suite. Là. C'est tout de suite qu'il faut réagir, justement, pour régler la situation au plus vite. Et à mon avis, ça ne va pas être forcément simple si le propriétaire il met pas un peu du sien. C'est-à-dire qu'elles ont déjà des certificats médicaux, hein, parce que l'asthme, c'est pas... Voilà, l'asthme, c'est pas rien. Donc, tout à l'heure, quand je présentais le dossier, c'était aussi de savoir est-ce que je serai prévenu, etc. Donc, après le dépôt du signalement, donc je l'ai dit, on reçoit un mail de confirmation. Et dans ce mail, il y a le lien vers notre page de suivi. Donc, c'est un mail qui nous dit, voilà, votre demande est en cours d'instruction, etc. Et il y a un lien vers la page de suivi. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter donc, notre boîte mail, nos courriers indésirables aussi quelquefois, parce qu'il y a quelquefois des courriers, des mails qui ont tendance à tomber dans les spams, pour retrouver donc notre lien. Et on peut aussi demander un nouveau lien vers notre page de suivi en remplissant les champs donc qui figurent, il y a un endroit où j'ai déposé un signalement et je veux accéder à mon suivi. Donc on peut redemander un nouveau lien si vraiment, si on ne l'a pas trouvé, si on n'a pas reçu le mail, ou si on a pensé à regarder notre boîte spam, pourriel, etc. Et que quelquefois, notre fournisseur d'accès Internet, sur notre adresse mail, vide les spams au bout d'un certain temps. Donc si on ne l'a vraiment pas trouvé, on peut en redemander un. Alors une fois qu'on a fait le signalement ? Une fois qu'on a fait le signalement, une fois donc réceptionné par les services divers et variés, donc le signalement va être qualifié. Ces services-là donc déterminent à quelle procédure correspond la situation parmi 4 procédures: la non-décence, l'infraction au règlement sanitaire départemental, l'insalubrité et la mise en sécurité. C'est vraiment les quatre procédures. Donc, en fonction de la procédure, différents services seront impliqués et différentes mesures peuvent être prises. Voilà. Quelle que soit par contre la procédure, il faut que les personnes gardent les infos suivantes à l'esprit. Les procédures et la réalisation des travaux peuvent durer plusieurs mois. Et il ne faut pas non plus hésiter donc à mettre à jour le dossier depuis la page de suivi. Et s'il y a des changements, s'il y a des choses, voilà, il faut vraiment mettre à jour le dossier. Donc, gardez à l'esprit aussi, comme on le disait tout à l'heure, que l'entretien courant du logement est de la responsabilité de l'occupant et non pas du propriétaire. Donc, qu'il faut veiller à garder son logement propre et ne pas casser ni abîmer les équipements. D'ailleurs, on ne peut pas se plaindre qu'on n'a plus d'électricité si on a esquinté le tableau électrique. Il ne faut pas non plus rouspéter que, par exemple, il y a un souci avec le gaz. Si, comme moi je l'ai vu une fois, quelqu'un avait écrasé le tuyau de gaz pour que l'épouse ne dépense pas de gaz. Après, on peut... Oui, je l'ai vu. C'était il y a longtemps, mais ça s'est fait quand même. Voilà, certains problèmes donc, sont pris en charge aussi par l'assurance habitation. J'en parlais tout à l'heure, c'est le dégât des eaux occasionné par un voisin, etc. Donc il faut contacter l'assureur, lui poser la question et poser la question réelle, quoi. C'est-à-dire pas essayer de tourner autour du pot, etc. Et dans le dernier truc à garder à l'esprit, on le disait aussi tout à l'heure, c'est vous devez payer votre loyer. Parce que si on ne le paye pas, le loyer, c'est, même s'il y a un souci dans l'appartement, c'est un motif d'expulsion. C'est un motif d'annulation du bail au bout de 2 mois. Hein. Oui, mais l'annulation du bail ne dit pas non plus forcément l'expulsion derrière. Non. Mais l'expulsion, c'est... il y a quand même un certain nombre de dossiers qui passent, où les locataires sont expulsés. Et voilà, moi, à titre personnel, je n'aurais pas du tout envie d'être expulsée. Je n'aurais pas envie de voir arriver chez moi les forces de l'ordre pour récupérer mon logement, le vider, mettre tout dans un garde-meuble, où en plus, je vais devoir payer le garde-meuble. Mais voilà, et ou avoir toute la procédure, même si la procédure dure longtemps, je pense que voilà, moi, à titre perso, je n'aurais pas vraiment envie de vivre ces choses-là. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant une petite pause musicale. Ouais, mais avant de faire la pause, redire comme pour tous les sujets. Si les personnes qui nous écoutent n'ont pas eu le temps de noter tout, etc., ou tout comprendre, d'abord, ils peuvent réécouter aussi l'émission, ça je le dis pas toujours, ils
peuvent réécouter l'émission sur le site de RCN. Il y a tous les podcasts, donc il faut chercher notre émission Citoyens au quotidien et ils tombent sur les podcasts. Les émissions sont classées par date où elles ont été diffusées pour la première fois. En plus, il y a un titre à l'émission. Donc voilà. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Alors Sylvie, tu vas nous lancer l'agenda ? Non, pas la vodka, l'agenda. J'ai bien cru que tu allais dire la vodka. L'agenda CLCV. Alors, comme tous les automnes, on a un agenda qui est assez chargé puisqu'on participe à un certain nombre d'événements. Donc, le mois dernier, on a eu les forums, la journée des nouveaux nancéens. Et puis là, sur le mois d'octobre qui arrive, le 6 octobre, par exemple, c'est donc le dimanche et ça sera toute la journée, nous participons à la fête des pains à Malzéville. C'est la première fois qu'on participera. On fera notre animation bar à eau et en fait, on nous a sollicité pour participer parce que c'est notre démarche donc, du bar à eau qui est d'inciter les consommateurs à boire de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille pour diminuer la pollution liée au plastique des bouteilles. Ça va vraiment dans la même démarche que la fête des pains, qui n'est pas seulement la fête des boulangers ou du pain, mais vraiment une fête pour inciter les gens à mieux consommer, à moins jeter, etc. Donc notre bar à eau va dans cette même démarche. Donc on nous a demandé de participer et nous avons accepté. Ce sera donc le 6 octobre 2024, toute la journée, et c'est place de la Rivière, donc tout proche de la mairie de Malzéville. Donc on fera donc ce bar à eau, mais on pourra aussi rencontrer nos bénévoles et comme à chaque fois que nous sommes sur un événement, pouvoir aussi nous poser un tas de questions, que ce soit des questions conso, logement, etc. Ça, c'est la première animation du mois d'octobre. Une deuxième animation, alors beaucoup plus loin, on pourra en reparler sur une autre émission. C'est le 20 octobre, c'est le dimanche après-midi. Alors ça se passe dans les grands salons de l'hôtel de ville. Moi j'aime bien parce que voilà, il y a pire comme endroit pour faire une animation. Les grands salons d'hôtel de ville, c'est toujours très sympa. De Nancy. À Nancy. Bah oui, parce que voilà, grands salons. Sur les autres communes, il y a effectivement des salons peut-être à l'hôtel de ville, mais pas les grands salons qu'il peut y avoir à l'hôtel de ville de la mairie de Nancy. Donc c'est lors de la fête de l'énergie et du climat qui est organisée par l'ALEC. Alors l'ALEC, c'est l'agence locale énergie et climat donc du Grand Nancy. Donc c'est eux qui organisent cette fête et nous, ça fait plusieurs années, donc ils nous demandent de participer parce que c'est pareil, ça reste aussi dans la même démarche par rapport au climat. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on vient, alors il n'y a pas que la CLCV, il y a plein d'autres choses, plein d'autres exposants. Ce qui est aussi pas mal quand on fait cette animation-là, c'est qu'on est donc au premier étage de l'hôtel de ville, que les fenêtres donnent sur la place Stanislas et qu'on est en même temps pendant le jardin éphémère. Et voir le jardin éphémère, quand on le voit en bas, c'est une chose, et quand on le voit en hauteur, c'est aussi autre chose. Donc on peut venir à la fête de l'énergie et du climat et venir, parce qu'on peut se mettre au balcon, faire une photo du jardin éphémère. Voilà, jardin éphémère qui dure pendant tout le mois d'octobre et qui se termine le 4 novembre. Voilà, donc ça c'était l'agenda. Il y aura peut-être d'autres choses au fur et à mesure que le temps passera. Donc moi, je vais te passer la parole, Christian, pour les contacts, comme on le fait habituellement en fin d'émission, les contacts, la CLCV, nos permanences, la page Facebook et tout et tout. Alors, je vais commencer par rappeler que nous avons des permanences sans rendez-vous. Elles ont lieu le mardi et le jeudi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h, et le mercredi de 14h30 à 17h. Bien entendu, là, vous venez sans rendez-vous. On peut venir avec un rendez-vous en prenant ce rendez-vous par téléphone au 03 83 29 10 96 ou par Internet sur malzéville@clcv.org. Pour venir nous voir, il faut venir au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin, à Malzéville. Si vous n'avez pas de voiture et que vous venez par bus, il faut prendre la ligne 13 en direction de Martemont et vous descendez à l'arrêt Alexandre Ier. Voilà, là tu as donné une information donc, pour le bus et de dire aux personnes qui viennent en voiture qu'il y a un parking
avec des places libres dans la journée. Donc il n'y a pas de difficulté pour se garer. C'est des parkings gratuits. Voilà. Il y a toujours en principe, il y a toujours de la place. Voilà, il y a toujours de la place dans la journée. Donc Et ça, c'est puis, pour venir nous voir. C'est pour venir nous voir. Et puis ceux qui veulent avoir des informations sur la CLCV, il y a la page Facebook de Malzéville-Saint-Max. Qui s'appelle tout simplement CLCV Malzéville-Saint-Max. On n'a pas été chercher le nom très loin. Voilà, donc sur laquelle on partage un tas de choses, quoi. Et puis pour en savoir plus sur la CLCV de manière générale, vous faites www.clcv.org. Alors, sur ce site internet de la Confédération, on a aussi la possibilité de s'abonner à 3 newsletters différentes. Il y a une newsletter généraliste, il y a une newsletter logement et il y a une newsletter alimentation. Donc là, on reçoit... Alors voilà, si on est plus intéressé vraiment par le logement et pas trop par d'autres choses, on s'abonne au logement. L'alimentation, c'est pareil. Et puis autrement, on a vraiment tout ce qui concerne la CLCV, quoi. Et puis je crois qu'ils sont aussi sur X, anciennement Twitter. Sur X, oui. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je ne sais plus. Je rappellerai aussi que nous sommes à la recherche de bénévoles. Ouais, comme toutes les associations, pour faire plein de choses différentes. Il n'est pas nécessaire pour être bénévole d'avoir des qualités particulières ou des capacités particulières. Je dirais que la première qualité, c'est la bonne volonté. C'est déjà ça. Et puis après, nous, on a des formations aussi qu'on met en place. Ça, c'est important. Et puis, il y a des webinaires. Oui, il y a des webinaires, ça fait partie de la formation. Et donc, nous, on cherche des bénévoles pour nos bars à eau, parce qu'il faut du monde. Quand on tient un bar à eau sur 2 jours consécutifs, il faut du monde. On cherche des bénévoles pour accompagner donc, le traitement des litiges. Et puis éventuellement, si on trouvait un bénévole qui voulait faire la comptabilité, franchement, ce serait pas mal non plus. Mais là, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà, c'est les 3 types de bénévoles que l'on recherche actuellement. On a fini notre émission ou pas? Là, il y a un blanc d'un seul coup. Il y a un blanc, mais je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, et puis on arrive vraiment à la fin. Donc moi, je voudrais dire au revoir à nos auditeurs, leur donner rendez-vous dans 2 semaines, et puis leur dire qu'ils peuvent nous réécouter en podcast. Donc je dis aussi au revoir à Jean-Luc, notre technicien. Je dis au revoir Christian. Au revoir Sylvie, au revoir Jean-Luc. Voilà, au revoir à tous, et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org